Nous sommes lundi 17 juillet 2017. Mesdames et messieurs, merci de regarder Africa Télévision et bienvenue dans cette édition d'information. Démarrage ce lundi au tribunal de première instance de Dixine du procès lié à l'assassinat de notre confrère Elhadj Mohamed Koula Diallo. Vous le savez, il a été tué au siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée le 5 février 2016. L'ouverture a enregistré la présence de plusieurs acteurs politiques de l'UFDG, notamment le président du groupe parlementaire libéral-démocrate et de nombreux observateurs. À cause de la vétusté des locaux qui abritent le TPI de Dixine, les deux parties ont convenu sur la délocalisation du procès à la Cour d'appel de Conakry. Maître Paul Yomba Kourouma est membre du collectif des avocats de l'UFDG au micro de Soirée Boubacar. Nous avons donc décidé unanimement, toutes les parties confondues, que vu l'état de notre infrastructure judiciaire, ce qui devrait encore interpeller l'État afin qu'il abandonne la location de domicile privé, débourse les fonds et construise des jugements dignes d'un État de droit, respectueux du droit, de la dignité humaine, de la personne en un mot. Nous avons donc été vraiment compris par le président du tribunal qui est vraiment un homme de dossier, pétri d'expérience et qui a le sens du devoir et surtout très respectueux des droits de l'homme qui lui-même a jugé fondé la demande que nous avons formulée et a donc astreint au ministère public de mener les diligences afin que l'affaire, les audiences soient transférées, délocalisées au niveau des locaux de la Cour d'appel de Conakry. Maître Paul Yomba Kourouma, membre du collectif des avocats de l'UFDG, des opposants regroupés autour du chef de file de l'opposition ont relancé dimanche leur machine de manifestation politique sur les rues et autres voies publiques. Le coup d'envoi a été donné par ce meeting tenu sur le boulevard Téli Diallo dans la commune de Kalom devant les militants acquis à la cause de Elhadj Seloudalen Diallo et ses accompagnateurs. Les leaders ont dénoncé la malgouvernance, le respect des accords politiques et la tenue des élections locales avant la fin de l'année. Sa'alou Yombuno. Même la réaction des promouvances hostiles à la présence des motards à Kaloum n'a pu empêcher la tenue de ce meeting de l'opposition républicaine autorisé par les responsables du gouvernorat de Conakry. Au boulevard Téli Diallo, Seloudalen Diallo et Alceni Makane Rakake sont accueillis par des centaines de militants acquis à leur cause. Pour l'ancien ténor du RPG Arc-en-Ciel, ce rassemblement est une réponse à ce qu'il appelle les détracteurs. Un meeting hautement sécurisé, ce qui réjouit Seloudalen Diallo. Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée ne manque pas de saluer dans son discours l'esprit citoyen et républicain des agents de sécurité déployés sur les lieux. Les forces de l'ordre ont veillé à la sécurité. Elles sont là. Elles-mêmes, elles ont compris que tuer leurs frères, les réprimer n'est pas une bonne chose. Il faut, lorsqu'on fait bien, il faut les féliciter. C'est pas fini. Parce qu'il y a toujours les extrémistes. Le chef de file de l'opposition rappelle les objectifs de la marche pacifique annoncée pour le 2 août prochain. La manifestation du 2 août. On est en train de vous dire qu'il y a eu des progrès depuis l'accord du 2 août. Je vais vous rappeler brièvement les points d'accord. Organisation des élections locales en février 2017. Ça a été organisé.
Lancement de l'appel d'offres pour le recrutement du cabinet chargé d'auditer le fichier électoral au mois de novembre 2016. Ça a été fait? Non. Ouverture d'enquêtes sérieuses pour identifier les auteurs des crimes commis contre les manifestants depuis l'avènement de Alpha Condé au pouvoir. Est-ce que vous avez entendu parler d'une commission d'enquête? Mais si on ne veut pas aller aux manifestations, on dit je ne veux pas. Mais aucun point d'accord aujourd'hui ne peut être considéré comme fait à la date indiquée. Parlant des velléités du président de la République pour un troisième mandat, Cellou Dalein Diallo appelle les militants de l'opposition républicaine à se tenir prêts contre le tripatouillage de la Constitution. Justement, sur ce meeting tenu dans la commune de Kaloma, le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne et l'élu de Kaloma ont donné leur point de vue. Dansa Kourma et Baïdi Haribo ont chacun tiré les leçons de ce regroupement de l'opposition. C'était dans l'émission La Tribune de l'actualité plus décryptage, Moussa Sifa Kamara. Pendant que le chef de file de l'opposition et ses militants se réjouissent du succès de leur manifestation politique à Kaloum, d'autres acteurs politiques comme Baïdi Haribo rejettent toute idée qui soutiendrait le basculement de la presqu'île de Kaloum dans le camp de l'UFDG. Selon ce député, sa crainte résidait juste dans un possible débordement au niveau de sa juridiction. Il ne faut pas que leur liberté empiète à celle des autres, c'est-à-dire les populations de Kaloum qui ne sont pas mêlés à cela ou qui n'en veulent pas, soient l'objet des dommages collatéraux. Alors c'est pour cela que je m'inquiétais de la violence, parce que j'ai vu quand il y a eu la même situation à Matam, l'UFR a été victime de ces dommages collatéraux, donc je ne voulais pas que ça arrive. Parlant de la mobilisation, l'élu de Kaloum parle plutôt d'un transport des militants depuis la banlieue pour le boulevard Téli Diallo. Parce que depuis le matin, ils ont commencé à venir par petits groupes dans les Madana et les taxis pour entrer dans Kaloum. On savait, puisqu'on avait le contrôle de tous les quartiers. On a vu dans aucun quartier de Kaloum un militant X quitter pour aller à cette manifestation, sauf les curieux. Du côté de la société civile, par la voix de son président Dansa Kourma, l'on exhorte les autorités à l'application de la loi et de trouver les voies et moyens pour limiter les manifestations violentes dans le pays. Mais la loi avec équité et responsabilité, avec transparence. Tant qu'il y a de la frustration, tant qu'il y a de l'insatisfaction, il y aura des manifestations. Pour faire l'économie des manifestations, d'ailleurs, même si on est développé, il y aura des manifestations. Parce qu'il y a des manifestations pour soutenir un régime qui a posé des actes. Mais il y a des manifestants, quand les gens sont fâchés, mécontents, insatisfaits, ils doivent se manifester. Il faut d'abord créer les conditions pour renforcer les services de sécurité, pour que les manifestations soient quadrillées, soient accompagnées. Et ceux qui manifestent doivent aussi se conformer à la loi. Ces dernières décennies, la Guinée a connu différentes manifestations presque dans toutes les régions et avec des raisons diverses. Une autre manifestation, mais qui n'a pas été autorisée par les autorités, est celle du mouvement « Le peuple n'en veut plus ». Malgré cette interdiction, les organisateurs ont maintenu leur mot d'ordre. Conséquence, plusieurs d'entre eux ont été interpellés par les forces de l'ordre. Cette marche se voulait, selon ces organisateurs, de dénoncer l'état dont souffre le pays. Oumar Sow. L'impunité, la corruption, l'insalubrité et l'opposition à toute velléité de troisième mandat en Guinée sont entre autres motifs de cette marche de protestation malheureusement interdite par les autorités pour vice de forme. Cette marche pacifique devrait partir de la commune de Matoto au Palais du Peuple, mais hélas, les protestataires ont été très vite dispersés par les agents de sécurité. Une situation qui a irrité la colère des organisateurs qui soutiennent que la marche est un droit constitutionnel. Quand un citoyen se sent déprimé dans ses droits, se sent violé dans ses droits, tout ce qu'il peut faire, c'est faire une marche pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu'il n'est pas content par rapport à la situation qui prévaut dans le pays. D'après des explications données par ces marcheurs, c'est au niveau de la tannerie, le point de ralliement où ils ont été dépossédés par les forces de l'ordre des pancartes et banderoles avant d'être embarqués dans des pick-up de commandement. Mais suite à l'embouteillage qui menait vers le PM3, certains protestataires ont été relâchés sans compter les initiateurs de la marche. C'est les gendarmes qui nous ont fait savoir que les Eli Kamano, il y a les Ahmed, il y a les Bari,
il y a beaucoup d'autres jeunes, que c'est les policiers qui les ont arrêtés. Si d'aucuns réclament le droit de marcher, tel n'est pas le cas pour d'autres groupuscules de jeunes venus spontanément s'opposer à toute marche dans la commune de Matoto. M. Eli dit que lui ne passe par aucune autorité, même communale, pour tenir une manifestation. Nous sommes dans un pays de droit. S'il veut manifester, il doit passer, demander l'autorisation. Quand il demande l'autorisation, il revient maintenant aux autorités de prendre toutes les dispositions sécuritaires pour assurer la sécurité de la manifestation. À cela, il faut dénoncer le comportement ignoble de ces contre-manifestants qui ont proféré des injures et menacé à l'aide d'armes blanches des journalistes, notamment celui du groupe Chéri FM TV. Un acte qui s'est passé devant les forces de l'ordre qui n'ont fait qu'observer. Justement, Omar Sow, parmi les interpellés figure l'artiste reggaeman Eli Kamano. Peu avant son arrestation, par les forces de l'ordre, il a déclaré toute la légitimité et la légalité du combat qu'il mène. Il est au micro de Bamomad Alpha. Souvent, les gens donnent cette connotation, surtout à Eli Kamano, parce qu'ils pensent que j'ai dépassé, si vous voulez, la limite des actions qu'un artiste doit poser, ou des actes que l'artiste doit poser au sein de la société. Laissez-moi vous dire qu'avant d'être artiste, je suis d'abord un citoyen libre. Je peux appartenir à un parti politique, je peux créer un parti politique. Cela ne veut pas dire que j'ai pour ambition d'en créer ou que j'ai pour ambition d'adhérer à un parti politique. Ça n'a rien à voir. Franck Fanon disait que notre mission, à nous, les humains sur la terre, notre devoir, c'est de découvrir notre mission, la trahir ou l'accomplir. En tant que citoyen, je pense que j'ai un devoir envers cette société qui m'a engendré, qui est la Guinée. J'ai un devoir envers ce peuple qui m'a vu naître et grandir, qui m'a donné ce savoir que j'ai aujourd'hui. J'ai un devoir envers ce pays qui m'a permis d'exploiter le petit don que Dieu m'a donné et d'être connu un peu partout à travers le monde. C'est ce devoir citoyen qui m'oblige aujourd'hui à prendre position pour le peuple, pour ce peuple bâillonné. Pour ce peuple à qui on a longtemps menti. Eli Kamano, lors du lancement de son mouvement qui devrait manifester ce lundi même. Comment lutter contre le blanchiment de capitaux et la subvention du terrorisme? La question interpelle toutes les nations du monde et c'est pour s'inscrire dans cette dynamique que l'Office national de perfectionnement professionnel a initié ce lundi 17 juillet 2017 une formation à l'intention des professionnels de banque. La rencontre qui se déroule dans un hôtel de la place vise à mener une lutte concertée et organisée contre la provenance des capitaux acquis de manière illégale. Saloum Kondé. Je voulais envoyer un peu d'argent à une de mes sœurs pour un heureux événement en France. Et elle m'a dit non, attends, ne m'envoie pas ça maintenant. Je suis en train de demander un prêt à la banque. J'ai dit, mais attends, je ne t'envoie pas des millions, je ne pas, c'est juste. Elle dit non, écoute, attends. J'ai dit pourquoi? Je dis non, mais je suis classé sur la liste des personnes à risque. Enfin, c'est toi qui es classé sur la liste des personnes à risque. Cette anecdote du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail montre combien de fois les systèmes bancaires à travers le monde risquent l'envahissement des capitaux sales. C'est pour faire face à cette réalité que les autorités guinéennes comptent mettre en place un dispositif anti-blanchiment d'argent. Ce sont des criminels financiers qui prennent l'argent de la drogue, l'argent de la vente des armes et l'argent de la criminalité financière pour venir investir dans notre pays. Donc nous nous opposons à ça. Nous cherchons donc à pister justement partout où on trouve ça. On essaie de prendre les dispositions. À chaque fois qu'il y a un déficit de compétences, l'ONFP est tenu à intervenir pour rehausser le niveau de compétences et pour l'adapter aux besoins de l'économie nationale. Il faudrait que la Guinée donne un signal au monde entier que nous sommes prêts à construire un dispositif anti-blanchiment d'argent. Pour faire face à ces dispositifs, les entités déclarantes assujetties ont entamé ce lundi une formation en la matière.
Une formation qui va s'articuler sur l'importance de leur collaboration avec la cellule de renseignement financier du pays. Comment trouver une façon de travailler ensemble pour lutter efficacement. C'est imaginer que vous ayez 3 joueurs de football qui chacun joue dans une équipe, ils vont rejoindre l'équipe nationale. Lorsqu'on est en équipe nationale, on fait un stage pour apprendre à travailler ensemble. C'est le stage d'équipe nationale actuellement. Cette mise à jour du système bancaire du pays est appréciée par les autorités. Pour Damantan Albert Camara, c'est le moment d'unir les forces. Puisque, quels que soient les efforts qu'on fait au niveau de l'État, au niveau du public, s'ils ne sont pas harmonisés, s'ils ne sont pas cohérents avec ce que le privé fait lui-même, je crois que ça n'aboutira pas et notre pays ne sera pas encore celui qui répond aux exigences de la finance internationale. Après cette rencontre, plusieurs autres formations sont prévues à travers le pays pour sensibiliser sur la provenance des capitaux acquis de manière illégale. Autre chose, dans cette édition d'information, la RTG Coloma a un nouveau directeur général nommé la semaine dernière par un décret du chef de l'État. Sekouba Savani a officiellement pris fonction ce lundi 17 juillet 2017. Il remplace ainsi à ce poste Yamoussa Sidibé qui, lui, est appelé à d'autres fonctions selon le même décret. Ainsi, le désormais nouveau responsable s'engage avec l'équipe à apporter plusieurs réformes allant dans le sens du rayonnement de ce qu'on appelle la maison mère. Buntourabi Keita, compte rendu. Après 4 années passées à la tête de la RTG Coloma, Yamoussa Sidibé est appelé à d'autres fonctions. Celui qui était jusque-là directeur général de ce média de service public est remplacé par Sekouba Savani. La tâche n'a certes pas été facile pour le directeur général sortant et toute son équipe au cours de ces 4 années de gestion, mais beaucoup de réformes selon lui ont été apportées. Je voudrais souligner que lorsque nous accédions aux fonctions exaltantes et contraignantes de directeur général de la RTG en 2013, il n'existait qu'un seul JRI, journaliste reporter d'image. Aujourd'hui, une dizaine a été formée sur notre initiative, dont 5 selon les formateurs capables de travailler dans n'importe quelle rédaction de pays occidentaux. Les techniciens et réalisateurs découvrent et apprivoisent les secrets des émissions de plateau, la lumière, le son, les images et les subtilités d'une réalisation vidéo n'auront plus de secret pour les jeunes techniciens de la maison. En ce qui concerne les contenus, des innovations notables ont pu être effectuées à partir de février 2013. Au rang de celles-ci, je peux citer à la télévision des émissions comme Colomatin, Une heure pour convaincre, suivies d'autres comme Guinée Actu, Musique d'ailleurs, Wofa, etc. Ex-directeur programme de l'URTELGUI, celui qui succède à Yamoussa Sidibé s'engage avec l'appui de tous ses collaborateurs à faire de la vraie information un levier pour la crédibilité de la radio-télévision guinéenne. La présente mission est pour moi un sacerdoce et je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance du chef de l'État et des attentes légitimes des auditeurs et des téléspectateurs de la RTG Coloma. L'information est pour le gouvernement du professeur Alpha Condé une obligation et pour le citoyen un droit. L'information, c'est aussi le domaine de l'expression des libertés fondamentales. Elle permet de mesurer la vitalité de notre démocratie. C'est pourquoi, durant le temps que nous passerons à la tête de la RTG, nous veillerons à ce que le citoyen ait droit à l'information juste et équilibrée. Existent donc les rumeurs et autres désinformations. La RTG sera la vitrine officielle où le citoyen viendra s'abreuver d'informations vraies. À l'endroit de ses aînés, Sekouba Savani n'a pas manqué de reconnaissance et à ses collaborateurs, il les exhorte à plus de rigueur et d'abnégation pour la réussite de ce nouveau challenge. Un mot de santé dans cette édition d'information, la drépanocytose, une maladie héréditaire. Elle est caractérisée, selon des spécialistes, par la transformation des hématies et très douloureuse dans sa phase sévère. La maladie est-elle une préoccupation de santé publique en Guinée? Y a-t-il des facteurs qui pourraient réduire sa propagation? Diao Bachir a rencontré un spécialiste pour vous. Suivez son reportage.
La drépanocytose touche, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 50 millions de personnes dans le monde. Cette maladie génétique du sang prédomine en Afrique centrale, où 30% de la population est drépanocytaire. Les crises de douleur qu'elle provoque et les contraintes qu'elle impose font souvent du quotidien un enfer. En Guinée, la maladie occupe peu à peu une place importante à cause de la multiplication des mariages consanguins. Elle occupe une place importante en ce moment en Guinée et est en train de croître dû simplement que les facteurs sont maintenant importants qui favorisent sa croissance, à savoir le mariage consanguin et aussi le non-respect d'établissement des papiers, n'est-ce pas, prénuptiaux. La non-fluidité du sang dans le corps provoque le plus souvent une douleur presque indescriptible. Mais quels sont les organes les plus touchés? Les plus atteints, nous avons les os, nous avons la rate, nous avons le foie, et puis toutes les topographies. Il y a une douleur abdominale, il y a une douleur osseuse, vraiment, une douleur des os longs. Et puis vraiment, c'est une douleur, comme on dit, c'est une crise vaso-occlusive. C'est le sang, la circulation sanguine est ralentie et finalement le sang n'est pas fluidifié, donc il y a une douleur un peu partout. Bien que la maladie soit héréditaire, il existe pourtant des actions à mener pour réduire sa propagation. C'est de réduire le mariage consanguin et établir ce papier si important, un papier pré-nuptial. On dit pré-nuptial, avant l'union officielle entre la femme et l'homme, pour pouvoir savoir le statut, n'est-ce pas, de ton conjoint ou ta conjointe, pour pouvoir donner la chance, n'est-ce pas, à vos progénitures. Les drépanocytaires souffrent d'anémie. Leurs globules rouges ont une durée de 20 jours contre 120 pour ceux d'un individu normal. Quelle alternative pour sauver les fleuves et cours d'eau menacés en Guinée? C'est une des préoccupations actuelles des acteurs de l'environnement. Selon un consultant en charge du changement climatique, il faudrait procéder au dragage des dépôts de sable dans ces cours d'eau. Aïssata Fofana. Vu l'ensablement croissant et le tarissement de certains cours d'eau dans le pays, les protecteurs de l'environnement tirent la sonnette d'alarme. Ils pointent du doigt les activités anthropiques menées par les populations. Aujourd'hui, nos fleuves, qui étaient jadis très riches en poissons, des fleuves dans lesquels on pouvait se laver même pendant la saison sèche, malheureusement, aujourd'hui, sont complètement envasés, ensablés. Quand il y a une petite pluie, nous enregistrons de grandes inondations qui provoquent beaucoup de pertes pour nos villageois. Alors qu'avant, on en recevait beaucoup plus de pluie. Les rivières étaient beaucoup plus pleines, mais comme elles étaient plus profondes, il n'y avait pas d'ensablement, il n'y avait aucun problème. Cela, aujourd'hui, à cause du fait que on fait le déboisement pour cultiver, les terres sont devenues exposées. La terre arable a été ramassée par les eaux d'écoulement qui se sont retrouvées dans la rivière et les sables se sont entassés là-bas. Pour donc remédier à cette situation, Dr Tierno Alousseini Bari propose comme solution le dragage, une activité qui consiste à curer les lits de ces fleuves pour qu'ils retrouvent leurs caractéristiques habituelles. Aujourd'hui, même en période de crue, nous n'avons pas même 5 mètres de profondeur. C'est une calamité. La solution, c'est de trouver un moyen, n'est-ce pas, de sauver ces fleuves en faisant un dragage. Mais le dragage, imaginez-vous, quand vous prenez le Niger, du Kouroussa jusqu'à Sigiri, on ne peut pas draguer toute cette partie si on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait de ce dragage. Et la meilleure manière de l'utiliser, c'est de créer une usine qui fabrique des vitres. Si on a une usine qui fabrique des vitres, on a une usine qui fabrique des briques avec ce sable-là, avec un peu d'utilisation de ciment et un certain compactage, on peut obtenir, n'est-ce pas, des briques qui peuvent être utilisées partout en Guinée afin d'empêcher aux autres de fabriquer des briques et de les faire cuire et encore dévaster, n'est-ce pas, notre couvert végétal. Autre alternative proposée, c'est la restauration du couvert végétal décapé par des exploitations minières. Il préconise plutôt la création d'un jardin botanique où toutes les espèces végétales rares seraient répertoriées et préservées, puis restaurées après les activités minières.
Dans l'actualité politique en France, la conférence des territoires s'est ouverte ce lundi au Sénat. Les représentants locaux ont été conviés pour un dialogue avec le gouvernement qui attend des collectivités locales un effort budgétaire important qui se chiffre à 13 milliards d'euros d'ici 2022. Suivez. Côte à côte, le Premier ministre et le président du Sénat, déterminés à trouver un terrain d'entente avec les élus locaux. Au cœur de leurs préoccupations, la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages d'ici 2020, un manque à gagner de près de 10 milliards d'euros pour les collectivités territoriales, déjà mises à l'épreuve lors du quinquennat Hollande. Je veux en préambule souligner l'effort de maîtrise budgétaire réalisé par les collectivités ces 5 dernières années. On ne part pas d'une page blanche. Les élus, je le crois sincèrement, ne veulent plus de Big Bang territorial quinquennal. Pour éviter tout passage en force, cette conférence avec les collectivités territoriales se tiendra tous les 6 mois. Un chantier difficile, car l'État leur demande aussi un effort supplémentaire de 13 milliards d'euros d'ici 5 ans. Nous devons essayer, et c'est un exercice délicat, de trouver un mécanisme assurant la baisse de la dépense publique, la baisse de l'endettement public, plus intelligemment que par l'imposition brutale d'une baisse des dotations. Dès lors, comment compenser la baisse des recettes pour les collectivités? Pour le président de l'Association des maires de France, l'équation est impossible à tenir. Je ne fais pas confiance, non pas à ce gouvernement, je ne fais pas confiance au gouvernement, à l'État, dans sa capacité à rembourser la suppression d'un impôt. C'est une mauvaise idée parce qu'il faut conserver le caractère indépendant des collectivités locales. L'exécutif l'assure, la méthode d'Emmanuel Macron sera celle du dialogue. Restons en France pour parler de ce vote au niveau de Air France. En effet, à 78% de voix, les pilotes ont validé le projet de création d'une filiale low cost, de quoi réduire de 15 à 20% pour 28 avions avec pour objectif sauver des lignes très déficitaires. Suivez. Les passagers vont bientôt pouvoir embarquer à bord d'avions moyens et longs courriers moins chers dans une nouvelle filiale d'Air France. Boost, c'est le nom du projet. Le principal syndicat de pilotes a donné son feu vert ce matin en répondant oui à 78%. Les hôtesses et stewards s'étaient également prononcés favorablement la semaine dernière. Les pilotes d'Air France volontaires effectueront les vols dans des conditions d'emploi inchangées, même si des efforts de productivité sont demandés à tous. On tourne une page, on dit oui à un nouveau projet avec des efforts pilotes, d'un côté, très importants, environ 40 millions d'euros, 12 jours de repos en moins par an, c'est pas du tout négligeable, loin de là. Et puis de l'autre, un rattrapage de notre activité perdue ces dernières années. Ce rattrapage, cela veut dire rééquilibrer l'activité entre Air France et KLM. Un projet stratégique pour Air France qui espère retrouver une compétitivité face aux compagnies à prix réduit. Cette nouvelle filiale, à l'image de sa petite sœur Transavia, limitera sa flotte à 18 avions moyens courriers lancés dès l'automne et 10 longs courriers dès l'été 2018. Les négociations sur le Brexit sont entrées en effet dans le vif du sujet. Une session de discussion a démarré ce lundi et va durer jusqu'au jeudi. Elle doit permettre de fixer à terme les détails du divorce. Suivez. Les dossiers les plus épineux sont à l'ordre du jour. Britanniques et Européens commencent à négocier les conditions de leur divorce. Comme vous le savez, nos groupes de négociation travailleront sur les droits des citoyens et sur le règlement financier et d'autres problèmes de séparation. Nos coordinateurs engageront un dialogue politique sur l'Irlande. En effet, le sort de la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord sera au centre des discussions. Beaucoup de locaux craignent le retour des postes de douane et des contrôles de police. Autre défi, de nombreux Européens envisagent de quitter le Royaume-Uni, inquiets de l'évolution de leurs droits et secoués par la baisse de la livre sterling. Enfin, Londres et Bruxelles doivent aussi se mettre d'accord sur le montant de la facture financière du Brexit et sa répartition. Elle est estimée jusqu'à 100 milliards d'euros par certains responsables européens. Les deux équipes de négociateurs discuteront chaque jour au niveau de groupes de travail jusqu'à jeudi, jour où se tiendront une session plénière et une conférence de presse.
Pour nous, il est incroyablement important de progresser, de négocier à travers cela et d'identifier les différences et les similitudes afin de pouvoir les renforcer. Maintenant, il est temps de se mettre au travail et de faire en sorte que ces négociations soient couronnées de succès. En attendant, la City accuse Paris, parmi d'autres capitales européennes, de se réjouir de son affaiblissement et d'exploiter le Brexit. Pour preuve, les mesures annoncées vendredi dernier par le gouvernement français, destinées à dérouler le tapis bleu-blanc-rouge pour convaincre le secteur financier de quitter Londres pour s'installer à Paris. Une France qui serait devenue plus gourmande et plus ferme avec l'élection d'Emmanuel Macron, selon le représentant de la City auprès de l'Union européenne. Dernier élément de cette édition d'information au Venezuela, l'opposition est galvanisée par une constitution symbolique organisée contre le président Nicolás Maduro. Plus de 7 millions de personnes ont participé à cette consultation, des États-Unis à la Colombie en passant par l'Espagne et le Mexique. Résultat, un net rejet de l'Assemblée constituante voulue par le pouvoir pour contourner l'Assemblée nationale dominée par l'opposition. Suivez. Pour ses opposants au président vénézuélien, c'est un peu comme si Nicolás Maduro avait déjà quitté le pouvoir. La consultation organisée par l'opposition vient de s'achever. Plus de 7 millions de personnes rejettent le projet de réforme de la Constitution voulu par Nicolás Maduro, ainsi que l'élection de la future Assemblée constituante prévue le 30 juillet. Pour le président de l'Assemblée nationale acquise à l'opposition, le Venezuela vient d'envoyer un message clair. Que ceux qui détiennent le pouvoir aient la grandeur et l'humilité de nous entendre. Nous ne voulons pas une constituante frauduleuse et imposée. Nous ne voulons pas être Cuba. Nous ne voulons pas être un pays sans liberté. La consultation n'avait pas reçu l'aval des autorités. Mais cela n'a pas empêché les bureaux de vote d'être pris d'assaut dès le matin, comme ici à Caracas, mais aussi à Miami ou encore à Bogota, où réside une importante communauté vénézuélienne. De son côté, le gouvernement avait organisé une simulation de vote. La première dame en personne était sur le terrain pour tester les machines de vote qui serviront le 30 juillet. Je n'ai aucun doute concernant la victoire le 30 juillet, car le 30 juillet ne sera pas qu'une victoire, mais une grande victoire, la victoire de la paix, la victoire parfaite. Nicolás Maduro a qualifié le vote de dimanche de consultation interne. Le président, plus impopulaire que jamais, a également lancé un appel au calme. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain mardi, vous serez en compagnie de Daouda Mohamed Kamara. Portez-vous bien.